Mes chers collègues, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe CRC. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames les ministres, merci. Mesdames les ministres, en inscrivant le mariage des couples de même sexe à l'ordre du jour du Parlement, vous permettez d'engager une évolution majeure du droit pour toutes et tous et que soit fait un grand pas dans la lutte contre les discriminations. Oui, cette loi est une chance de faire avancer de manière impérieuse l'égalité des droits des individus dans le respect des principes républicains, mais aussi dans le respect de la philosophie et des croyances de chacune et chacun d'entre nous. Car il s'agit bien pour nous aujourd'hui, dans cet hémicycle, de garantir les principes républicains, j'y reviendrai. Rien de plus, mais rien de moins. Je voudrais tout d'abord apporter quelques précisions qui nous éviteront, je l'espère, de tomber dans les violences des propos émis à l'Assemblée nationale. Violences qui me semblent beaucoup plus liées au refus d'accepter la volonté de la part des couples homosexuels de concrétiser légalement une famille que d'une homophobie généralisée, même si elle est réelle chez certaines et certains, il faut le dire et le dénoncer. Je souhaite, comme nombre d'entre vous, que le débat porte sur le fond de notre texte, qu'il soit conduit sereinement dans le respect des positions de chacun, et ce, pour l'intérêt de nos concitoyens. Pour apaiser ce débat, nous devons utiliser les bons termes. Ainsi, le projet de loi ne vise pas à autoriser le mariage pour tous, mais bien le mariage civil pour les personnes de même sexe. Ainsi, il ne s'agit pas de célébrer n'importe quelle union, comme cela a pu et est encore dit par les détracteurs de ce texte. Premièrement, vous l'avez rappelé, tous ne sont pas concernés. L'inceste n'est pas possible, la prescription de minorité est respectée. De même, restent interdites les unions si souvent citées par certains des détracteurs à ce texte. Je parle bien ici de la polygamie, pour dire les choses. Deuxièmement, cette loi ne concerne que le mariage civil. Faut-il encore le rappeler? Elle n'impose à personne des choix moraux qui ne seraient pas les siens. C'est là un des fondements de notre laïcité. Ne pas imposer, mais protéger. Alors, qu'est-ce que le mariage civil, ou quel est plus précisément l'objet de cette institution laïcisée en 1792? Il est important d'y répondre, car la compréhension et l'acception de cette loi dépend en grande partie, en réalité, de l'idée que l'on se fait du mariage civil. Porteur de droits, mais aussi d'obligations, le mariage civil n'est rien de moins, ni rien de plus pour nous, législateurs, que le statut juridique le plus protecteur à ce jour que l'État puisse offrir à deux personnes qui désirent s'unir et organiser leur vie. Loin de n'être qu'un symbole, nous devons donc retenir que s'il attire ceux qui le refoulent, c'est probablement parce que s'y trouvent attachés un certain nombre de droits auxquels le pax ou le concubinage restent à ce jour étrangers. En effet, mes chers collègues, au moment où de nombreux couples hétérosexuels refusent le mariage, se tournant vers le pax ou l'union libre, nous pouvons nous étonner sur l'expression de ce tel désir de mariage de la part de nombreux couples homosexuels. À l'aune du XXIe siècle, le mariage, longtemps stigmatisé comme ringard, comme réactionnaire par de nombreux progressistes, semble en effet devenir une revendication de progrès pour ces couples homosexuels. Mais en réalité, ce n'est certainement pas l'institution qui le devient, c'est la possibilité d'accéder au régime juridique qu'il offre qui est un progrès. Ainsi, sauf à recatholiser le mariage, le législateur doit ouvrir ce cadre juridique aux couples de personnes du même sexe afin qu'ils puissent se marier dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et accéder à l'égalité des droits et des devoirs qu'offre ce statut protecteur. Mais il est à l'évidence, pour certains encore, porteur d'une forte connotation religieuse. Plus largement, il est perçu comme une institution immuable, porteuse d'une certaine idée de ce que devrait être la morale. Mais dans un État laïque, notre rôle de législateur n'est pas de moraliser la société. Notre rôle de législateur est de se saisir des attentes de la population pour légiférer dans le sens de l'intérêt général, ici celui des adultes
devenant parents ou en demande de devenir parents, celui des enfants nés et élevés dans les familles dont les parents sont homosexuels. Car c'est aussi cet intérêt qui guide et qui doit guider notre vote dans les jours à venir. Ces enfants ont eux aussi le droit à la protection que permet l'établissement de liens de filiation avec ceux qui s'occupent d'eux au quotidien, qui les entourent, les aiment, les élèvent, les éduquent pour leur permettre de devenir des citoyens. Ma collègue Isabelle Pasquier développera ce point en rappelant là aussi que nous devons veiller à protéger et à ne jamais exclure. Nous avons toutes et tous été interpellés par des courriers, des tracts, des manifestations nous demandant de nous opposer à ce texte. Nous l'avons aussi été par ceux qui souhaitent que nous l'adoptions, même si c'est vrai, ils ont été moins médiatisés. Nous avons dernièrement été interpellés par un courrier signé par 170 juristes. Ce courrier dans lequel ces juristes s'autoproclament défenseurs des libertés individuelles et qui fait un lien inadmissible entre le statut de criminel et le statut d'homoparent. Pour émérite qu'ils soient, je rappellerai à ces professeurs que le terme criminel a un sens juridique dont il ne convient pas d'abuser, ils le savent mieux que moi. Modestement mais fermement, je leur rappellerai aussi que si eux revêtent l'habit de défenseurs des libertés individuelles, l'humble rôle du législateur est non seulement de défendre ces mêmes libertés, mais il est aussi de corriger les inégalités au lieu de creuser des différences. C'est justement ce que nous invite à faire ce projet de loi. Oui, nous sommes là pour protéger toutes et tous. Je ne renie pas leur droit légitime, comme tout citoyen, à porter leur raisonnement. Certains ici les relayeront, je pense, et les porteront pour vérité. Mais ma conviction, partagée par la grande majorité d'entre nous, est que ce débat a déjà trop tardé et que notre société a bien fait de s'emparer de cette injustice faite aux couples homosexuels, comme plusieurs pays d'ailleurs dans le monde l'ont déjà fait. À l'instar d'autres mesures sociétales et politiques, telles que le droit de vote des femmes, le droit à la contraception, à l'IVG, notre pays ne se sortira que grandi de ce droit supplémentaire. J'évoque ces droits car il est frappant de noter que l'on retrouve finalement les mêmes arguments sur le fond et la forme qui ont été soulevés lors du vote de ces lois émancipatrices par les opposants au mariage civil aujourd'hui pour les couples homosexuels. En effet, rappelez-vous, tout comme le présent texte, la démocratisation de la contraception, de l'IVG, ils ont été combattus par certains au nom de la supériorité naturelle, au nom des fonctions que la nature aurait assignées à chacun. Ces nouveaux droits émancipateurs devaient, pour les détracteurs, détruire la famille. Mais souvenons-nous aussi du débat sur la dépénalisation de l'homosexualité initié par Robert Badinter. À l'occasion de tous ces textes, des médecins, des scientifiques, des juristes et autres experts ont défilé pour nous alerter sur d'hypothétiques dérives que leur adoption engendrerait. Tout en les écoutant, le législateur n'a jamais fléchi. L'histoire, je pense, lui donne aujourd'hui raison. Aujourd'hui, notre société souffre, mais ces mots, les mots des familles, la vie pénible de nombreuses familles, ce n'est pas la pilule, l'IVG ou la dépénalisation de l'homosexualité, mais c'est la crise, l'ultralibéralisme, le capitalisme tout-puissant qui, loin de protéger, divise, domine, appauvrit et exclut. Ce texte modernisera et démocratisera le mariage. À ce titre, il s'inscrit dans la lignée des grandes réformes sur le droit de la famille, comme l'assouplissement des règles du divorce, la suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, ou encore la reconnaissance aux deux parents de l'autorité parentale. Il rejoint, j'en suis sûre, la marche inéluctable du progrès en accompagnant les évolutions sociétales tout en, et j'y tiens, tout en protégeant chacune, chacun en son sein, adultes comme enfants. Nous ne pouvons le nier, la société a bien évolué ces dernières décennies, mais tout comme la famille. Elle est séparée, elle est recomposée, elle est monoparentale. D'amour en désamour, chacun construit sa vie. Elle a pour cadre un pax, un mariage ou un concubinage. Ces évolutions de fait cassent le cadre trop restreint du couple hétérosexuel marié jurant fidélité jusqu'à la fin. C'est un constat indéniable, et bien que chacun soit libre de ne pas l'accepter selon ses intimes convictions, il me semblerait injuste de ne pas le reconnaître. Il ne s'agit d'ailleurs plus aujourd'hui de reconnaître l'existence de couples et de parents homosexuels,
mais de simplement constater leur légitimité. Celle-ci passe alors aussi par le droit au mariage et à la parentalité pour ces couples. Ce débat interroge, passionne. Il est partout dans l'actualité ces dernières semaines et même ces derniers mois. La passion de ce débat est à l'image certainement de l'importance des valeurs que ce texte incarne. Ces valeurs sont, je le disais en début d'intervention, les valeurs républicaines fondamentales auxquelles la société française est attachée. Pour ses détracteurs, le texte s'attaque à ces valeurs. Et pourtant, il me semble qu'en les prenant une par une, nous constaterons ensemble qu'il les conforte. La liberté d'abord, celle de se choisir, de vivre ensemble, celle de fonder une famille. L'égalité ensuite, car oui, il s'agit bien d'égalité, mes chers collègues, contrairement à ce que nous avons pu entendre. Il s'agit d'égalité de droit, d'égalité de choix, devant des formes d'union possibles différentes. Les plus hautes juridictions françaises et européennes n'ont pas jugé d'ailleurs que l'impossibilité pour les couples de même sexe de se marier constitue une discrimination, mais ils n'ont pas jugé non plus, et elles ne ferment aucunement la porte à ce type de mariage. Alors, de fait, la décision ne peut être que celle du législateur. Et il nous revient, oui, d'écrire le droit de demain, forcément en évolution par rapport à celui d'hier. Et nous ne pouvons que constater, comme la Halle d'hier ou le Défenseur des droits aujourd'hui, que l'impossibilité pour les couples de même sexe de se marier produit des inégalités, des discriminations indirectes, dès lors que le pacte civil de solidarité ne garantit pas aux couples qui le contractent des droits équivalents à ceux des personnes mariées. Pour lutter contre ces discriminations, il est proposé en alternative par nombre de nos collègues à droite d'aligner le régime du PACS sur celui du mariage ou de créer, cela a été dit, une union civile. Mais comme l'explique l'excellent rapport de notre collègue Jean-Pierre Michel, dont je tiens ici à remercier le travail et la qualité de l'organisation des auditions, le principe d'égalité de tous les citoyens face aux institutions commande que l'on ne crée pas un mariage bis pour une catégorie de citoyens. Je le redis, protégeons, incluons et ne discriminons pas. Mais j'ai en tête, aujourd'hui, à l'occasion de la manifestation, on a beaucoup parlé des manifestations contre ce texte, mais souvenons-nous, il y a aussi eu manifestation pour soutenir ce texte. J'ai en tête cette pancarte d'un homme manifestant pour le vote de ce texte. Et sur cette pancarte, il était écrit « L'égalité, ça ne se négocie pas ». J'ajouterais « ça s'applique ». Mes chers collègues, je l'ai dit, le mariage n'est pas qu'un symbole. Et en disant cela, je ne nie pas qu'il le soit. Et c'est parce qu'il l'est qu'il permettra d'inscrire le projet de loi dans une politique de reconnaissance sociale des personnes homosexuelles, dans une politique de lutte contre la discrimination. Si nous, législateurs, rejetons ce texte, comment expliquerons-nous, notamment aux jeunes générations, l'importance de lutter contre l'homophobie, au même titre que le racisme ou le sexisme, alors que l'État aura décidé lui-même de perpétuer cette discrimination entre les citoyens? Car s'opposer farouchement à ce projet, c'est perpétuer cette discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, c'est établir en contour une hiérarchisation des individus et des familles. Enfin, j'en finirai, ce texte incarne la fraternité par l'ouverture à l'autre qu'il implique. Pour moi, sur cette question de société comme sur bien d'autres, la normalité, c'est la diversité. Dès lors, c'est en acceptant cette diversité que nous pourrons vivre ensemble dans un monde tout simplement plus humain. J'ajouterais qu'il faut aller aujourd'hui, me semble-t-il, au bout de la démarche et respecter tous les individus, quelles que soient leurs orientations sexuelles et leur identité de genre, pour que chacun demain fasse partie d'une société qui ne se poserait plus la question de la normalité d'une famille, d'un couple ou d'un individu. C'est pourquoi l'ensemble du groupe communiste, républicain et citoyen votera pour ce projet de loi. Il votera de ce fait pour une société plus juste, plus respectueuse, plus protectrice, défendant la fraternité dans notre République, tout comme il soutiendra jusqu'au bout les objectifs de liberté et d'égalité qui constituent les fondements de cette réforme. J'en suis persuadée, la famille et notre société en sortiront renforcées. Je vous remercie.